des thèmes dans la science-fiction qui passent de mode à un moment donné, qui passent tellement de mode qu'à toute fin pratique, on voit plus ça comme de la science-fiction aujourd'hui. Ça nous apparaît de la fantaisie ou ringard. Puis, un de ces thèmes-là, c'est le thème du gorille, le singe. Puis, par extension, toutes les histoires de chaînons manquants. C'est un thème qui a quand même été assez à la mode pendant un bout de temps, dans les années 20, les années 30, voilà. Puis, c'est le thème principal de notre film d'aujourd'hui, Pourquoi c'est bon. Et ce film, c'est White Pongo. White Pongo. Wow! De 1945. C'est une histoire de gorille blanc dans la jungle africaine. Et je vais vous conter l'histoire dans un instant. C'est toute une histoire, il s'en passe des affaires. C'est fondamentalement un roman d'aventure, puis un film d'aventure. Puis quand j'ai commencé à le regarder, c'était distraitement, en faisant le ménage dans mes tablettes essentiellement, classant mes livres. Je me suis dit, ça va être pas pire, ça. Mais après environ 15-20 minutes, je me suis dit, attends un peu, c'est super intéressant ce qui se passe là-dedans, au moins culturellement, si on veut. Il se passe pas mal plus d'affaires que ça à quoi je m'attendais. Puis finalement, c'est ça, je l'ai réécouté du début en prenant des notes, de copieuses notes. Voilà. Donc, mais rassurez-vous, là, je vais vraiment faire un effort... pour pas trop m'éterniser, je vais vous dire un secret, là, j'ai fait une première version de la vidéo, de cette vidéo-ci, elle faisait 1h15, mais ici, là, on va faire une fraction de ça, je l'espère très fortement. Donc, c'est ça, mais qu'est-ce que c'est White Pongo? C'est un film américain, en noir et blanc, de 1945. C'est un film de Sam Newfield, je pense qu'il s'appelle. Je ne sais pas son vrai nom, là, mais bon, Sam Newfield, qui est un réalisateur extrêmement prolifique, qui a fait beaucoup de westerns, mais il a fait aussi, quand même quelques films de science-fiction, The Lost Continent en 1951, The Mad Monster en 1942, je pense que c'est un peu une comédie en même temps, mais je suis pas certain, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Il y en a un que j'ai vu, par exemple, qui est pas de la science-fiction, mais qui tombe dans le culte, c'est I Accuse My Parents de 1944, puis c'est culte parce qu'il y a un vieil épisode de Mystery Science Theater 3000 qui traite de I Accuse My Parents. C'était un peu ordinaire, ça manquait de robots, honnêtement, de robots ou de gorilles, mais heureusement, dans White Pongo, il y en a du gorille, il y en a même en masse, OK? Y compris notre fameux gorille blanc, qui est effectivement, on va l'apprendre, le chaînon manquant. Mais bon, qu'est-ce que ça raconte? C'est un roman d'aventure, c'est un film d'aventure haut en rebondissement, truffé de lieux communs du film d'aventure. Puis il a vraiment fallu que je prenne beaucoup de notes pour faire le... Bon, voilà, je vais juste vous le lire, mais je vous préviens, il y a beaucoup de petits morceaux, là. Okay. Fondamentalement, on a une expédition allemande, qui découvre le chaînon manquant en Afrique, le fameux Pongo blanc. Pongo, ça veut dire, dans la langue de la tribu africaine, qui vit tout près, ça veut dire gorille, tout simplement. Mais, c'est ça, cette fameuse tribu africaine, elle capture l'expédition allemande. Quand le film commence, tout ça, c'est déjà arrivé. Puis on voit nos deux survivants de l'expédition allemande qui décident que l'un d'entre eux doit absolument retrouver la civilisation pour lui apprendre la prodigieuse et colossale découverte scientifique qui a été faite là, la plus importante découverte scientifique de tous les temps, à savoir, ils ont trouvé le chaînon manquant qui prouve hors de tout doute possible que Darwin a raison. Hein? L'homme descend du singe. Voilà, la loi de la jungle, c'est vrai, la sélection naturelle, la loi du plus fort, toutes ces choses-là, implicitement, sont confirmées par l'existence de ce singe. Voilà.
Donc, notre survivant, effectivement, retrouve la civilisation sous la forme d'un comptoir colonial dans le milieu de la jungle, mais il succombe à ses blessures presque tout de suite. Heureusement, il a le temps quand même de dévoiler le secret là, aux Européens qui l'accueillent, la fine fleur du colonialisme européen, à savoir ici des Britanniques, des Néerlandais, puis d'autres Allemands. Il n'y a pas de Français. Okay? Il n'y a pas de Belges, il n'y a pas d'Italiens. Il y a des Néerlandais, des Britanniques, puis c'est ça, des Allemands. Il y a aussi un Rhodésien, n'est-ce pas? On va y revenir dans un instant. Bon. Ces gens-là décident qu'ils vont eux aussi aller chercher Pongo Blanc parce qu'ils ont absolument besoin de prouver que Darwin a raison et que c'est vrai et que la science, etc. Et fait qu'ils partent, ils créent une expédition. Le chef de l'expédition, c'est un lord anglais. Il est accompagné par sa fille, qui est jeune et progressiste et, n'est-ce pas, libérée, vigoureuse, une femme forte, là, n'est-ce pas? Puis il est aussi accompagné par le prétendant, essentiellement, là, le gars qui aimerait être le fiancé de la fille en question, un autre jeune noble anglais, grand, bâti, mais c'est ça qui... c'est ça. Là. Bref, lui, il aimerait bien, là, c'est clair qu'il est intéressé par la fille, mais la fille, elle traite plus comme... Il est dans la friend zone. La zone de l'amitié. Voilà, elle le voit comme un ami, n'est-ce pas? Donc, ben c'est ça. Puis ils partent, donc, c'est ça. Dans l'expédition, par ailleurs, on a un Néerlandais de mémoire. On a aussi un Cockney. Donc, on a le haut... on a les classes sociales élevées, là, l'ordre anglais puis tout ça. On a des scientifiques qui appartiennent aussi essentiellement aux castes plus élevées. Mais on a un Cockney, donc qui est un peu plus âgé, qui est un des comic relief du film, parce que étant issu des classes ouvrières, c'est un imbécile et tout le monde rit de lui puis il trouve ça drôle lui aussi. Bon, pas faire de commentaires, là, mais en tout cas, c'est un peu ça. Puis donc c'est ça. Donc, puis l'expédition engage un autre Allemand sur place, puis pour les guider là, parce qu'il connaît le terrain. Et cet Allemand-là, finalement, on découvre éventuellement que c'est un traître. Il fait tout ça parce qu'il sait qu'il y a une mine d'or dans le coin de la tribu africaine. Puis il veut s'approprier cette mine d'or. Là, c'est illégal de faire ça, donc il commet un crime en faisant ça. Donc il met sa vie en danger pour voler la mine. C'est ça son plan, en tout cas. Puis, bon, c'est ça. Puis le dernier personnage, vraiment que... Non, il y en a un que je vais mentionner. L'avant-dernier personnage, c'est un mercenaire, un fusilier, qui est aussi jeune et vigoureux, puis qui va être, en vérité, l'objet de l'affection et des attentions de la fille du noble. Puis c'est lui, le Rhodésien. Puis on découvre plus tard que c'est un agent secret des services... c'est un Rhodésien blanc. C'est un James Bond Rhodésien blanc. Alors, c'est probablement la seule fois dans votre vie où vous allez voir un Rhodésien blanc, membre des services secrets, être un héros de quoi que ce soit. C'est le cas là-dedans. Quand la fille le voit, c'est ça, elle fait un commentaire à quelqu'un de sa bande, là, que, il a vraiment l'air d'un noble anglais, ce jeune homme, ce fusillé. C'est ça. Il est beau gosse comme seul peut vraiment l'être un noble anglais, grosso modo. T'sais. Puis parce qu'il y a cette stature et cette gueule de noble anglais, ben ça prouve que c'est correct pour elle de le poursuivre de ses affections essentiellement. C'est pas dit explicitement, mais c'est la coche juste en dessous d'explicite. Là. C'est assez transparent que c'est ça. Là. C'est bon, mais j'y reviendrai tantôt. Le dernier personnage, je vais juste mentionner qu'il existe, juste pour vous dire c'est quoi un peu, c'est le guide africain. Il s'appelle Mambo Jumbo.
Je vous jure que c'est ça son nom. Son nom, c'est Mumbo Jumbo. OK? Puis lui aussi, un peu comme le Cockney, c'est pas tout à fait le comic relief, là, parce qu'il est compétent, mais il connaît sa place dans la hiérarchie sociale, puis il est très content d'occuper cette place-là. Puis c'est ça. Voilà. Bon. Fait qu'un coup qu'on a tout mis ça en place, c'est ça. Éventuellement, ce qui arrive, c'est que quand le jeune noble se rend compte qu'il est dans la zone de l'amitié, puis que la fille veut rien savoir de lui, puis qu'elle préfère fortement les bras vigoureux du James Bond rhodésien, ce jeune noble décide de trahir la bande, de rejoindre le méchant allemand, de participer à son complot pour voler la mine et puis probablement voler la fille en même temps. C'est ça son plan. Il va rejoindre le camp des méchants aventuriers. Il va devenir c'est ça, roi de la jungle avec l'Allemand du haut de la mine, puis il va imposer à la fille d'être sa reine, essentiellement. Il va kidnapper la fille pour la marier contre sa volonté. C'est ça son plan. Heureusement, pendant tout ce temps-là, Pongo Blanc, le gorille blanc, dont on sait, peu importe, là, qui est très intelligent, qui a une intelligence d'un humain, c'est ça, il y a une intelligence à mi-chemin entre le singe et l'humain, mais beaucoup plus proche de l'humain. Manifestement, il y a aussi une libido d'être humain, comme beaucoup de ces monstres-là, parce qu'ils kidnappent la fille éventuellement. Surtout quand ils se rendent compte, elle se fait kidnapper par le méchant allemand. Bon, éventuellement, ils kidnappent la fille, mais bon... puis là, il y a une série de mésaventures, puis éventuellement... les méchants se font capturer. Je pense pas qu'ils meurent, mais en tout cas, ça finit avec un affrontement entre Pongo Blanc et entre le gorille blanc puis un autre gorille. Ils se tapent sur la gueule pendant quelques minutes. Puis un coup que le gorille blanc gagne, les gentils en profitent pour tirer un dard soporifique pour capturer donc Pongo Blanc et ainsi ils vont pouvoir le ramener à la civilisation et prouver que Darwin a raison. Puis éventuellement, c'est ça. Le rhodésien puis la fille du noble vont probablement se marier et avoir beaucoup d'enfants. Voilà. Fait que c'est ça. Comme vous avez pu le constater, il s'en passe des affaires. J'ai même pas tout noté, mais il s'en passe bien gros des affaires. Pourquoi c'est bon? C'est bon parce que premièrement, parce que ça a ce côté film d'aventure avec plein de rebondissements qui auraient tout à fait leur place dans un Doc Savage ou quelque chose comme ça, l'homme de bronze. Ou du style Tarzan ou ce genre d'affaires-là. Donc, si on compare avec les serials, là, les feuilletons d'épisodes souvent d'une demi-heure, comme ça, de Batman ou n'importe quoi, ou Shazam, qui sont eux aussi des histoires d'aventure haut en rebondissement, généralement, ça n'a pas très bien vieilli. C'est plutôt ennuyeux regarder ces films-là aujourd'hui, là, c'est ça, les feuilletons, les serials. Mais White Pongo, c'est clair que ça a vieilli, ça se dit pas, mais c'est plus amusant. Okay? C'est mieux fait, ça a mieux vieilli juste au niveau de la structure, puis essentiellement, c'est un long film d'aventure rempli de rebondissements. Mais surtout, pourquoi c'est bon? Parce qu'il y a un gorille blanc dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Ils nous promettent un gorille blanc. Il y en a un. Moi, je suis content. C'est ça. C'est tout. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. D'ailleurs, détail amusant, c'est le deuxième film. Il y a 2 films de gorille blanc qui sont sortis en 1945. L'autre s'appelle carrément White Gorilla. L'autre est un montage, je me demande si c'est pas un serial aussi, qui a des bouts de scène. Là. C'est un montage de films, au moins de films parlants, puis de films muets des années 20, qui ont été concaténés ensemble. Puis dans les 2 cas, il y a Ray Crash Corrigan qui joue dedans. C'est lui qui fait le gorille dans les 2 cas. C'est aussi lui qui fait le héros dont on voit le visage dans White Gorilla, mais là-dedans, il est juste dans le costume de gorille. Tout ça pour dire que c'est ça. On nous a promis un gorille blanc, puis on le voit tout le long, puis avec son costume de gorille.
Ben, c'est tout, c'est kitsch. C'est le fun comme dans les comics quand Superman ou Flash ou peu importe se bat contre un gorille. Ben moi j'aime ça. C'est boboche, mais c'est bon. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Ça n'a pas toujours besoin d'être Tarkovsky. C'est ça. Quoique Tarkovsky qui fait du film de gorille, là, ça, j'aurais tristement aimé ça. Là. Un gorille télépathe. On peut rêver. Mais bon, pourquoi c'est bon? C'est à peu près ça. Voilà. C'est pas beaucoup plus que ça. On ne se cachera pas, c'est pas un chef-d'œuvre. Du tout. Ça, encore une fois, je l'ai dit, prodigieusement vieilli, pas juste à cause du côté colonialiste là, qui est hallucinant, mais juste à cause... C'est un vieux style de cinéma qui faisait probablement déjà un peu vieillot à ce moment-là. Mais c'est sympathique, c'est ça. OK. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, dans la première version de la vidéo, dans la version précédente, là, celle qui fait 1 heure et quelques, j'avais fait un long topo, là, une dissertation sur ça. Puis parce que, c'est ça, moi, finalement, parce que ce que je pense qu'on voit là-dedans puis qui se passe, c'est que, en fait, c'est pas juste ce film-là parle de ça, pas juste à cause de Darwin, mais parce que en prouvant le darwinisme, il prouve en même temps le darwinisme social. Voilà. Puis, c'est pas très difficile de lire le film de cette manière-là, c'est ça. Mais pour vraiment expliquer pourquoi vraiment je pense que c'est ça, ben ça me prendrait 1 heure. Puis, on va voir, j'ai plus ou moins l'intention, pour l'instant j'entretiens le sérieux projet de faire une vidéo à part où je rentre vraiment dans le détail de ça. Puis c'est super intéressant parce qu'il y en a des tonnes de films de singes, comme je mentionnais, là, The Wizard en 1927 que j'ai pas vu, mais tu sais, il y a toutes les... C'est ça, bon, The Missing Link en 27 que j'ai pas vu non plus, mais bon, les King Kong, les variations sur King Kong, il y a The Ape avec Boris Karloff, où est-ce que c'est un savant fou qui se déguise en gorille. Fait que, ouais, c'est pas vraiment un gorille qui étudie du monde, mais c'est une variation sur les mêmes thèmes, en fait. Là. C'est quand même les mêmes éléments qui ont été juste subvertis, si on veut, mais c'est quand même un peu les mêmes thèmes. Mais certainement, t'as des trucs comme The Ape Man avec Bela Lugosi, où est-ce qu'un savant s'injecte de glandes de gorille puis devient un gorille lui-même, en gros, là. Bon, Meurtre sur la rue Mogg avec, encore une fois, Bela Lugosi, j'en avais parlé de ce film-là. C'est une histoire de darwinisme, puis de singes, puis tout ça. Fait que le lien entre la science, puis les questions d'ordre moral, mais aussi en quelque part d'ordre social qui sont sous-entendues là-dedans, ben c'est extrêmement fréquent dans ces films, dans les films des années 20 ou 30. C'est un thème qui revient souvent. Puis, ben c'est ça c'est sans compter tous les films de Planète des singes, tu sais, les films de Pithecanthrope, là, genre Trog, puis, tu sais, Iga, puis des affaires comme ça, c'est des séries Z, mais il y a beaucoup de ces films-là. Puis bon, même jusque dans les années 90-2000, il y a Congo en 95, il y a Missing Link, là, le film d'animation de 2019 avec Hugh Jackman, que je connais pas vraiment le film, mais il y en a des tonnes. Là, ça n'a jamais vraiment fini. Là, mais pendant un bout de temps, c'était un gros thème de la science-fiction. Puis ça, je pense que c'est ça. Quand on commencerait à regarder ça, il y aurait vraiment des questions intéressantes. Puis c'est justement, qu'est-ce qu'on remarque? OK. À la place de faire mon long topo, tout ce que je vais dire, c'est qu'est-ce qu'on remarque. On remarque des tonnes d'affaires qui sont super intéressantes dans le film. Au niveau là, des thèmes, puis qu'est-ce qui se passe dans la culture, puis est-ce que c'est idéologique, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Ben, qu'est-ce qui est compté, qui est intéressant? Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a 2 choses principales qu'on remarque, des tonnes de trucs, mais 2 affaires principales. Premièrement, il y a cette affaire-là de singe. OK? Puis de lien avec la science, puis comme je mentionnais, comme je l'évoquais tantôt, dans un contexte où quand on parle de darwinisme, dans le cadre culturel, c'est associé à la loi du plus fort, puis c'est ça, la science est égale à Darwin, la science, c'est comprendre les lois de la nature, Dieu est mort, donc maintenant, qu'est-ce qu'on utilise pour justifier notre cadre moral et idéologique, etc. On ne peut plus utiliser Dieu pour justifier la morale. Ben, OK, la nature, ça serait bon. OK, quelles sont les lois de la nature? Darwin nous les présente, puis
bon, etc. C'est ça le cadre. Puis le principe du darwinisme social, c'est on va l'appliquer aux structures sociales. Puis, ben, qu'est-ce que c'est? C'est la loi du plus fort, c'est ça. Celui qui est au sommet de la pyramide sociale a raison d'être là parce que la nature l'a mis là. Le Dieu moderne l'a mis là. OK? Fait que c'est ça. Puis, qui est-ce qu'on voit dans le film? On voit des nobles anglais. Tu sais? Le héros, c'est un noble anglais, puis c'est là tout le long. Fait que, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on remarque? Il a l'air d'avoir quelque chose, là. Il a l'air d'être pas extravagant de croire qu'il y a un lien, justement, entre darwinisme social, puis darwinisme, puis science, puis discours ambiant, mais on remarque aussi que c'est mis en scène, mais c'est pas dit explicitement. Il faut extrapoler. C'est transparent, c'est là, mais c'est pas dit explicitement. C'est plus ou moins pris pour acquis. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant aussi. Moi, je remarque ça aussi parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est la propagande que tu remarques, c'est de la propagande qui n'a pas réussi son coup, en vérité, ou qui n'a pas encore eu le temps de réussir son coup. Hypothèse, impression, hypothèse. Mais l'autre grosse affaire qu'on remarque, puis c'est quelque chose que j'ai évoqué ailleurs, puis je pense qu'il est très important, c'est que on est en 1945, déjà les Allemands sont gentils, ça c'est fascinant, ok. Puis il y a un Allemand méchant, mais les Allemands de base, c'est des Allemands qui ont trouvé le chaînon manquant, ils sont intelligents, honnêtes, tout ça. Puis il n'est jamais question de la guerre. Là. 1945, là, ça vient de finir la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y en a jamais question. Personne n'en parle. Intéressant. Puis, c'est ça, il n'y a pas de Français. Ils en ont un empire colonial, moins que les Britanniques, mais, OK, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des Français à ce moment-là? OK? Maudite bonne question, tu sais. Maudite bonne question. OK? C'est un film américain. Il n'y a pas d'Américains dans le film. OK? Mais les personnages qui sont présentés comme étant sympathiques, c'est les Néerlandais, les Allemands, a priori, et surtout l'aristocratie anglaise. Puis, c'est ça, la dernière affaire qu'on remarque, c'est que le pouvoir en place, qui est la hiérarchie sociale qui est présentée dans le film, le sommet de la pyramide sociale, c'est le noble anglais. C'est ça. Puis, c'est ça. D'après moi, quand il trouve le chaînon manquant, il prouve la preuve scientifique de la suprématie de la noblesse anglaise. Grosso modo, tu sais. Puis, si vous pensez que je tire ça, que je sors ça de mon chapeau, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis en train de lire Tarzan, le premier, c'est super bon, mais c'est explicitement ça, toute fin pratique. Là. C'est hallucinant comme c'est ça. Là. Okay. C'est le darwinisme et suprématie de la noblesse anglaise, là. Et loi du plus fort, et c'est ça, justification de la compétition. Tous ces éléments-là sont mélangés, okay, comme la trame de fond là, de l'histoire qui est en train d'être racontée. Puis, c'est ça. Quand les Américains héritent de l'Empire britannique, justement, pas longtemps après 1945, quand les Britanniques finissent par reconnaître qu'ils ne peuvent pas ouvertement, en tout cas, garder leur colonie, est-ce qu'ils ont vraiment cédé? La question se pose, là. Mais certainement, à l'époque, ils ne peuvent pas les garder. Essentiellement, ils remettent le flambeau colonial impérial aux Américains. Puis les Américains, c'est une manière rapide de l'exprimer, là, mais en gros, c'est à peu près ça qui s'est passé. En gros, d'après moi. Ça serait à vérifier, puis à valider, puis c'est ça, là. Mais je pense qu'en regardant tous ces films-là, on a des indices qui nous portent à croire que oui, c'est carrément ça que c'est. Je veux dire, voilà. Ça étaye le propos. Mais bon, s'il est vrai, s'il est exact que dans les 200 ou 300 années depuis que la naissance du capitalisme, 250 mettons, qu'il y a eu deux puissances dominantes, s'il est vrai, okay, que ça est arrivé, puis que la première, c'est les Britanniques, qui ont été l'empire planétaire, je pense le plus grand de tous les temps, mais certainement c'est ça, le plus important sur Terre à partir pendant tout le 19e siècle, puis la première moitié du 20e siècle. Bon. Si c'est vrai qu'il y a eu d'abord eux, puis ensuite les Américains, qui sont aujourd'hui la puissance dominante,
je connais pas grand monde qui remettrait ça en question, là, que c'est les États-Unis qui gouvernent le monde depuis 75 ans, là, que c'est eux autres les maîtres. Pendant un bout de temps, ils partageaient ça avec l'Union soviétique. C'est ça. L'empire du mal et l'empire du bien, n'est-ce pas? Bon, ben c'est ça. C'est ça. Quand on voit des films américains, on voit donc le discours de l'Empire en place, l'Empire dominant, c'est ça. L'histoire que lui raconte sur lui-même, sur ses conflits intérieurs, sur ses vertus, sur ses défauts. Quoique souvent, quand il présente ses défauts, c'est en quelque part pour prouver fondamentalement sa supériorité morale sous-jacente, n'est-ce pas? Mais bon, sujet pour un autre jour. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Okay. C'est qu'en 1945, puis ça se vérifie dans les films des années 20, tout ça, ben, le sommet de la pyramide sociale, c'est un noble anglais. On voit plus jamais ça de nos jours. Okay. Le sommet de la pyramide sociale, pour nous autres, c'est généralement plutôt l'entrepreneur, n'est-ce pas? Le chef d'entreprise, le patron. Okay. C'est un peu ça. Le millionnaire, le riche. Okay. C'est un peu ça. C'est justement en regardant tous ces films-là, l'idée, OK, prêtons attention au fur et à mesure qu'on regarde ces films-là, de qui sont les personnes qui nous sont présentées comme des modèles de réussite. De réussite non seulement matérielle, mais morale, en quelque part. Okay. Ben là-dedans, c'est ça, la noblesse anglaise. Puis non seulement c'est un modèle de réussite morale, mais c'est l'incarnation de ce qui a toujours été moral et qui le sera toujours. Là. C'est la morale, c'est la vertu et la moralité sur deux pattes, là, la noblesse anglaise là-dedans. Bon, c'est ça. C'est intéressant aussi parce que les rapports familiaux sont complètement différents. C'est à un moment donné, le méchant noble surprend la fille en train d'embrasser le brave rhodésien. Ça crée tout un problème, puis il dit ça, il va dénoncer... il l'apprend au père, le père, le noble, là, qui arrive, là, puis il est scandalisé, puis il fait toute une scène là, où est-ce qu'il bannit plus ou moins là, le rhodésien, puis tout ça, vous avez trahi ma confiance, etc. Mais dans des termes là, qui sont clairement les termes d'une autre époque. Là. Okay. Mais en 1945, ça paraît encore complètement naturel. Là. Le rapport entre le père puis la fille, puis qui est-ce qu'elle a le droit d'embrasser, puis ses fréquentations, puis comment tout ça se machine. Bon, on voyait ça un peu dans les sitcoms américaines des années peut-être 50, là, mais ça passe de mode assez vite. Là, okay? En tout cas, il faudrait voir. Ça serait intéressant de voir quand est-ce que ça disparaît plus ou moins, là, que le jeune garçon va demander au père la permission de sortir avec sa fille. Mais bref, c'est justement, c'est des affaires, on remarque ça là-dedans. Fait qu'on remarque qu'on a ça quand la noblesse anglaise est présentée comme le modèle du pouvoir. Puis on remarque qu'aujourd'hui, après 75 ans, que c'est maintenant les Américains qui gouvernent, ben même s'il y a beaucoup de points de vue, le régime est très proche à beaucoup de points de vue, ben il y a d'autres aspects où il est différent, puis ça, c'est un des aspects où il est différent. On voit plus tellement ça de nos jours. Puis-je avoir l'honneur de demander la main de votre fille là, en mariage, là? C'est rendu assez rare de nos jours. Fait que voilà, ça c'est les choses qu'on remarque, que moi en tout cas j'ai remarqué là-dedans. Comme je dis, j'en aurais pour pas mal plus longtemps que ça, mais je vais m'arrêter ici parce que je pense que j'ai déjà, encore une fois, largement dépassé le temps que j'espérais passer là-dessus. Mais ça vaut la peine, White Pongo, là. Écoute, c'est loin dans la liste des priorités à regarder, mais comme film, c'est plutôt correct. Puis, certainement, au niveau, on va dire, anthropologique, là, c'est fascinant. Là, c'est, excusez de le dire, une mine d'or. Voilà. Recommandation, Schlock de John Landis de 1973. D'ailleurs, je pense que dans ce film-là, c'est John Landis qui est dans le costume d'Homme des cavernes, de Chaînon manquant. C'est un film de Chaînon manquant. C'est une comédie. C'est un pastiche des films du style White Pongo.
où le Schlochtropus, n'est-ce pas, est découvert quelque part en Californie, sème la terreur, le carnage, là, c'est ça, sur son chemin, mais finalement est découvert par un scientifique et, ben, c'est ça. Bon, voilà. Ça fait longtemps que je l'ai vu, honnêtement, je ne me rappelle pas tous les détails, j'ai regardé des petits bouts sur YouTube, vous pouvez le voir, mais ce dont je me souviens, c'est que c'était très rigolo. OK, c'est un film amateur, mais comme c'est ça le premier film, je pense, de John Landis, on est très très loin de American Werewolf in London, ou ben dans Twilight Zone, ou ben dans Blues Brothers, là, on est des années-lumière de ce genre de film-là. Mais il y a déjà du talent. Puis, même si c'est très petit budget, très amateur, mais fondamentalement, c'est juste super drôle. Surtout si vous avez l'occasion de voir la version française, le doublage, là. C'est un de ces assez nombreux films qui est meilleur en version française, en fait, où le doublage rehausse le film, là. Le Schlochtropus, mesdames et messieurs. Puis, si vous avez le choix entre écouter White Pongo ou Schlock, particulièrement la version française de Schlock, ben écoutez plutôt Schlock. Vous allez probablement passer un meilleur moment. Mais si vous êtes pogné là, sur une île déserte avec votre expédition coloniale, si vous êtes pogné à écouter White Pongo, ben il y a des bonnes chances que vous passiez quand même un bon moment si vous êtes un petit peu indulgent. Puis, ben, pourquoi vous allez passer un bon moment? Pourquoi c'est bon? Ben, parce qu'il y a un gorille blanc dedans. Il y a un gorille blanc. Puis des fois, c'est tout ce que ça prend.